Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Guillerot, qui est à l'école française de Design Analyse et que vous pouvez croiser quasiment chaque fois. Donc, c'est un proche de Dolto, de Françoise Dolto, avec lequel il a beaucoup travaillé. Il est psychanalyste et il va nous parler aujourd'hui du principe de plaisir. Voilà, je lui laisse la parole. Ça va être le canevas, effectivement, de mon propos, d'essayer de parcourir en panoramique cette théorie spécifique freudienne, enfin, et d'essayer de tenir le parcours que ça va dessiner au sein de la pensée freudienne. Le point de départ étant des plus simples, car après tout, l'idée du plaisir, on peut dire qu'elle s'impose à Freud dans sa formulation et dans la simplicité que ça représente, c'est-à-dire que c'est pas une thèse qui fasse l'objet véritablement d'une démonstration, elle s'impose à lui pour un peu comme une sorte d'évidence, bien sûr qu'on peut considérer inévitablement à partir de la clinique, n'est-ce pas, mais quelque chose qui est posé comme tel, comme le fait de ce qui serait dominant dans les avenues de la subjectivité humaine, hein, sur le bon recherche de plaisir, hein, sur le mode quasiment d'un truisme, on pourrait presque dire, recherche de plaisir et de son renouvellement et évitement de déplaisir. Au fond, telle est la sorte d'axiomatique assez simple et élémentaire à partir de laquelle Freud va procéder dans la suite de son propos tel qu'il l'énonce quasiment comme une évidence. D'une certaine façon, euh, et au point, comme vous savez, au point d'aller jusqu'à en faire tout de même un principe, hein, d'énoncer cette affaire comme un principe et d'en faire un principe fondamental, dit précisément principe de plaisir, Lustprinzip, à partir duquel on peut considérer que tout un pan de sa pensée se trouve véritablement articulé et fondamentalement. Dire que le plaisir constituant d'une certaine façon pour lui et la question et la réponse. C'est-à-dire la question au sens où, au départ, ça se présente véritablement comme l'objet d'une interrogation de la part de Freud. Qu'est-ce qu'il en est de l'essence du plaisir? Dire qu'il y a une partie de questionnement pour lui qui vise à rechercher, à interroger véritablement ce qui fonde dans son essence même ce qu'il en est du plaisir. Donc à la fois, ça, cette dimension d'opacité d'un questionnement auquel il s'agit de s'atteler, et en même temps, ça va être la réponse. C'est-à-dire que la réponse, ça va être que, en vérité, le plaisir est le principe agissant de toutes les velléités subjectives du psychisme humain en tant que tel, et déterminé par cette dimension du plaisir, comme une sorte d'axiome véritablement fondateur, n'est-ce pas, de, de, de l'entendre même de la pensée freudienne. Alors, Lustprinzip, hein, comme ça s'énonce en allemand, évidemment, donc pour en faire quelque chose de la sorte d'une évidence fondatrice et fondamentale. Alors, avec les questions, ça peut bien nous conduire à un certain nombre de questionnements de nous aussi de principe, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, est-ce que ça va dans le sens d'assimiler la psychanalyse à un hédonisme, hein? Il faut évidemment être prudent sur des questions comme celle-là, c'est-à-dire est-ce que l'analyse, elle a à voir sur ce plan du plaisir tel qu'il est énoncé là, avec un hédonisme, et surtout, s'agissant de Freud et de ce que nous savons être ses tendances, est-ce que, quelle est dans cette dimension du plaisir, quelle est la part du sexuel? C'est-à-dire, on a déjà rencontré tout à l'heure cette question qu'on ne manquera pas de retrouver d'une autre façon, c'est-à-dire, est-ce que le plaisir au sens freudien ne saurait être que sexuel? Ce qui est, comme on sait, la base d'une sorte d'intention de critique et de procès exercé à l'encontre de la psychanalyse que cette extrême domination
du libidinal et du sexuel. Est-ce qu'après tout, la psychanalyse peut revendiquer avoir une approche plus fine, par exemple, de la question du sexuel? Et surtout, complémentairement, de la question du plaisir. Ce sur quoi, d'ailleurs, on peut trouver des indications précieuses dans le livre sur le mot d'esprit. Vous savez, dans le livre sur le mot d'esprit, il y a des développements sur la dimension du plaisir, justement, qui permettent d'accéder à une autre dimension que ce qui serait seulement l'invasibilité du sexuel. Et c'est tout à fait intéressant de pouvoir s'y référer. Dès lors que, en tout cas, la question du plaisir se trouve être mise en avant, je pense qu'on peut avoir comme une espèce d'incitation immédiate à partir de là, de dire que ça ouvre à une préoccupation éthique. Il ne peut pas y avoir de réflexion sur ce qu'il en est du plaisir chez l'humain sans qu'il y ait une certaine présence de l'éthique dans son questionnement même. Il y a le rapport de l'humain à son plaisir, voire à son bonheur. Et je ne pense pas inutile de rappeler que ce questionnement éthique, il est présent dans toute la pensée freudienne. On n'oubliera pas, bien entendu, de faire mention de ce qui s'en est trouvé prolongé chez Lacan, qui en a fait par la suite l'objet de tout un séminaire. Mais je pense que ça permet de situer, pour s'en tenir à Freud, de ce qui pourrait être chez lui un ouvrage à teneur éthique, qui serait le livre qui s'appelle Malaise dans la culture, hein, qui est une façon d'interroger toutes les attenances possibles de ce qui rend l'humain accessible ou pas au bonheur. Pour le formuler ainsi, et c'est intéressant que nous ayons en tout cas en perspective cette dimension de l'éthique de la psychanalyse. Alors, le point de départ, je l'ai dit, il est donc extrêmement simple dans sa formulation, mais en même temps, ça va nous conduire, si on essaie de tenir ce fil du principe de plaisir, tel que maintenant nous pouvons l'énoncer, ça va nous fournir un principe directeur extrêmement important de et dans la pensée freudienne. Un fil qu'il nous faut tenir durablement avec tous les prolongements qui vont être le sien. On peut dire qu'à partir de là, à partir de ce thème du plaisir et du principe de plaisir, surtout, il y a toute une fresque de la pensée freudienne qui va se dessiner et j'espère que j'aurai le temps au moins de vous en restituer les principales articulations dans ce qui est mon ambition d'aujourd'hui, de pas davantage de vous brosser un panoramique de ce que dessine quand même cette thématique du principe de plaisir au cœur de la pensée freudienne. On va voir se déployer toute une séquence importante de la pensée de Freud, qui va être d'ailleurs d'autant plus facile à présenter, à vous présenter, qu'elle épouse pour beaucoup la textualité même du déroulé de la bibliographie, on peut presque dire, de l'œuvre freudienne. Donc, ça va me permettre comme ça d'en dégager quelques principales séquences explicatives et textuelles. Donc, en renvoyant, ça va être une façon de parcourir ce pan de l'œuvre de Freud à partir de sa bibliographie, là où elle nous importe. On peut commencer, ça serait le premier temps de mon propos, quand même, par essayer d'offrir une caractérisation, une présentation du principe de plaisir. Comment ça nous est présenté et dessiné au travers de l'œuvre de Freud. Et quelle en est la caractérisation définitionnelle, comment ça nous est positivement défini par Freud. Je vais au moins renvoyer à quelques textes comme ça pour ponctuer ce qui pourrait être l'approfondissement de cette affaire à travers les textes. Il y aurait par exemple un écrit qui s'appelle Formulation sur les deux principes de l'advenir psychique, un écrit de Freud de 1911 qui adjoint la question du principe de plaisir avec toute la dimension de la réalité, avec ça devient aussi un principe de réalité qui opère comme ça chez Freud, et pas seulement d'ailleurs sur un mode antagonique, c'est pas seulement pour opposer principe de plaisir et principe de réalité, mais aussi à l'occasion pour témoigner de leur articulation. Je ne rentre pas dans ce texte
mais que je mentionne pour l'importance qu'il a. Mais je dirais que par rapport à la question définitionnelle posée, il est relativement tardif, 1911 pourtant. Si on veut s'en tenir aux sources d'inspiration du principe de plaisir freudien, alors il faut faire l'effort de remonter à 1895. Vous voyez que on entre dans l'archéologie du freudisme, mais c'est un peu incontournable dès lors qu'on s'attache, en tout cas aux sources du freudisme. 1895, c'est une année charnière importante à plus d'un titre pour Freud, et c'est en tout cas l'année par laquelle on peut dater un texte important qui est lié à ce qui a été tout un temps sa correspondance avec Fliss. Si on veut rentrer dans les arcanes du freudisme, il faut absolument faire l'acquisition de cet ouvrage monumental qui reprend tout l'échange des lettres qu'il y a eu. Alors pas l'échange, parce qu'il n'y a eu véritablement que les lettres de Freud adressées à Fliss, mais qui ont correspondu à tout un temps de l'élaboration de la pensée de Freud. C'est tout à fait fondamental pour voir quels en ont été les fondements, et en particulier pour cette histoire du principe de plaisir, dont on peut saisir le prototype à l'intérieur de cette correspondance dès lors qu'on fait l'effort de s'y plonger. Et ça mérite, et c'est même nécessaire, si on veut vraiment revenir au fondement de ce qui a posé les articulés de la pensée de Freud. Ça va prendre un autre nom dans le prototype du principe de plaisir, va s'appeler, dans les écrits auxquels je me réfère, ça va devenir un principe d'inertie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse esquisse sur laquelle nous avons à nous pencher au moins un temps, et qui correspond à ce qui est encore un certain ancrage neurologique de Freud? Les éléments fondamentaux de sa conception présentent dans cet écrit de ce travail partagé avec Fliss. Fliss, qui était un ORL berlinois, qui a été un personnage très important finalement. Je veux dire qu'il n'y aurait pas la psychanalyse, si on exagère un peu, s'il n'y avait pas eu cette relation d'attachement extrêmement intense entre Freud et ce correspondant avec lequel il a donc effectivement produit toute cette correspondance et élaboré beaucoup des fondements de sa pensée avec lui. Dans l'esquisse, on va donc trouver ce système qui va être le point de départ de l'élaboration, et dans lequel on trouve entre autres éléments neurones. Ça se vend sur le neurone, avec le neurone est présent à ce moment-là dans la pensée de Freud, dont on va d'ailleurs jusqu'à considérer que pour un peu il aurait été l'inventeur de cette théorie du neurone, mais enfin là il en est tout près à travers les éléments de l'esquisse. Il y a le neurone et la quantité. Voilà les deux éléments qui fonctionnent sur la base du système qui est le sien à ce moment-là, et la quantité qui va être la donnée qui va se trouver rapportée au plaisir. On ne va cesser de retrouver cette idée que si la quantité telle qu'elle circule dans le système sur lequel il se base à ce moment-là, si la quantité augmente, il y a des plaisirs, et le plaisir étant abordé, donc dans ces termes un peu beaucoup physiologiques, dès lors qu'il y a décroissance de la quantité. Voilà quels sont, si vous voulez, les articulés premiers de cet abord par Freud de cette affaire du plaisir, alias principe de plaisir, alias principe d'inertie. Et il y a donc une ébauche de ce qui deviendra le principe de plaisir sous ce terme-là, et sous la forme qui s'énonce comme ça. C'est que, et ça a son importance, c'est, dit-il, dans ce principe d'inertie, que les neurones tendent à se débarrasser de la quantité. Voilà quel est l'articulé qui rend compte du fonctionnement de ce système premier. Se débarrasser de la quantité, les neurones tendent à se débarrasser de la quantité. Vous voyez que c'est un principe d'éviction de tout ce qui, en même temps, fait fonctionner ce système. De telle sorte que
les lecteurs les plus avisés de ces premiers textes, et je pense à des auteurs comme Laplanche, Jean Laplanche et Monique Schneider, qu'on peut citer, parce que quelqu'un ici aussi en est le familier, ont très bien repéré qu'il y avait dans cette formulation du premier principe de Freud quelque chose de létal. Létal au sens mortifère, au sens d'une sourde présence de la mort que nous ne manquerons pas de retrouver encore autrement par la suite. C'est-à-dire dans ce qui sera donc et présent d'emblée, la mort mêlée au plaisir. Hein, et quelque chose qui va cheminer tout au long du peu que je vais essayer de vous restituer au fil de ma progression. Ça, c'est les premiers moyens d'articulation de cette affaire. On est en 1895. Si j'avance comme je l'ai annoncé dans la chronologie que ça nous permet, on va en arriver très rapidement à la Traum-de-Tung, 1899, l'ouvrage sur le rêve auquel Freud a consacré toute son attention pendant les années qui ont suivi, tout son travail sur l'interprétation du rêve, de ses rêves déjà à lui, et tout ce que ça a permis comme élaboration, n'est-ce pas? Alors, ça se présente d'abord, on peut dire, puisqu'on l'a aussi évoqué tout à l'heure, ça se présente, le rêve selon Freud, ça va être d'abord comme une confirmation du principe de plaisir. Vous devinez que ce qui a été posé, fût-ce de façon ébauchée comme principe de plaisir, va se trouver confirmé par la théorisation du rêve telle qu'elle est produite à ce moment-là par Freud. Qu'est-ce qu'elle est, cette théorie du rêve? Donc, on l'a déjà évoqué aussi dans nos discussions antérieures de tout à l'heure. C'est de dire que le rêve a un sens, hein, c'est quand même le point de départ fondamental dont Freud est parti, cet énoncé magistral et fondamental, fondateur, que le rêve a un sens, et on dit quel est ce sens, hein, on articule quel est le sens du rêve, c'est le fameux, puisqu'on a d'ailleurs évoqué à nouveau ça tout à l'heure, la thématique du Wunscherfüllung. Hein. Alors là, effectivement, il y a un point assez épineux de traduction. On va peut-être assurément trop vite à y inscrire du désir, là où le Wunsch, c'est plutôt le vœu. Donc, en toute rigueur, ça fait plutôt du rêve le comblement d'un souhait. Et ce qui me paraîtrait plutôt, même encore, c'est, je dirais plutôt l'accomplissement d'un vœu. Quelque chose au sens même où ça se présente dans les contes de fées. Peut-être que ça fait du rêve comme un conte dans ce sens-là. Wunscherfüllung, c'est l'accomplissement d'un vœu que le rêve, dont le rêve réaliserait l'accomplissement onirique. Donc, confirmation du principe de plaisir, comme on le devine par cette théorisation du rêve introduite par Freud, mais en même temps, voyez, objection qui va se présenter immédiatement et y compris à lui. Comment peut-on prétendre que le rêve ait cette coloration unique du côté du plaisir, alors que tant de rêves, et peut-être peut-on penser, peut-être la majorité, font état plutôt, sont des rêves de déplaisir, sont des rêves pénibles, sont des rêves d'angoisse, des rêves de punition. Donc il y a vraiment là un pan majeur de l'élaboration de Freud, d'ailleurs, qui ne recule pas devant cette objection qui s'offre à lui, qui se présente à lui, et qui va même l'entraîner dans toute une séquence d'examen de cette objection, c'est-à-dire il y a là presque tout un travail spécifique à faire, je dirais, sur ce qui est la négativation à l'œuvre dans cette théorisation. Tout ce qui vient plutôt la négativer, en tout cas la problématiser, à partir de tout ce qui vient interroger la soi-disant satisfaction qui se réalise dans le rêve. Et qui va conduire Freud à s'atteler à cette objection, à la prendre en compte. C'est-à-dire, et vous savez que c'est ça qui le conduit à toute l'élaboration subséquente qui vient aussitôt après sur le rêve, c'est-à-dire pourquoi
Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte de ça? Parce que on n'a pas mesuré qu'il faut l'interpréter, le rêve, que le rêve ne vaut dans son contenu éventuellement de satisfaction qu'une fois et pour autant qu'il est interprété. Et donc de se lancer à ce moment-là dans toute la thématique de ce qui vient au fond dédoubler le rêve. À partir de là, il y a une diffraction du rêve qui se dédouble en, comme on appelle, comme vous savez, la dimension du contenu manifeste, tel que ça se formule grossièrement, entre le manifeste et le latent. C'est-à-dire que c'est cette duplicité, on peut dire, du rêve qui permet de répondre à l'objection posée et de considérer effectivement qu'un rêve, même à contenu pénible, puisse néanmoins conduire à quelque chose de l'accomplissement d'un vœu. Mais ça n'est possible que moyennant cette élaboration qui a un impact, vous voyez, essentiel quant à la conception duale ou duelle de ce qui constitue à ce moment-là l'essence du rêve, pour autant qu'il faut l'interpréter pour parvenir à lui donner la vérité de son sens, si on peut dire. Donc voilà, permet de comprendre en tout cas qu'un rêve, même chargé de déplaisir, puisse correspondre encore une fois à l'accomplissement d'un vœu. Et permet à Freud de retomber à cet égard sur ses pieds. En même temps d'ailleurs que, à ce moment-là, il concède cependant qu'il puisse y avoir des rêves, alors qui sont en eux-mêmes, si on peut dire, chargés de négativité, dire ce qu'il va appeler des rêves de contre-désir, des Gegenwunschträume, c'est-à-dire des rêves qui en eux-mêmes sont porteurs de cette négativation que certains autres ont pu introduire latéralement. Et alors, les rêves en question, il en donne même des présentations typiques comme rêves qui introduisent cette négativation qu'on ne supposait pas y être présente. C'est par exemple de faire des rêves ou des rêves dont la portée est d'être porteur du fait que Freud est tort, des rêves qui sont instigateurs de l'idée que Freud se trompe, des rêves qui seraient porteurs de le détromper, n'est-ce pas? Et puis, qui plus est, des rêves qui seraient à teneur de masochisme, qui contiendraient des éléments de masochisme qui, en eux-mêmes, contiendraient donc cette portée de négativation autour de laquelle je tourne et qui mériterait sûrement tout un approfondissement en tant que tel. En tout cas, la théorie se voit en quelque sorte écornée. Là, au moment où on en arrive à ça, il y a quelque chose qui a la valeur d'une remise en cause, en tout cas d'une interrogation. Et il y a une note où c'est explicitement présent dans le texte de Freud. Je vous l'avais préparé, mais on ne va peut-être pas charger les éléments là. Je me contente d'en faire mention et on verra si ça réapparaît ultérieurement. Donc, à partir de là, il y a quelque chose qui conduit Freud à une réinterrogation vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui, notamment porteur peut-être à partir des rêves traumatiques, c'est-à-dire, pour en donner l'idée générale que j'essaie d'indiquer là, c'est l'idée que, loin qu'il y ait une positivité évidente, on puisse chercher dans des rêves à renouveler quelque chose de ce qui fait plutôt problème traumatique. Vous voyez, c'est ce que j'appelle un peu lourdement une espèce de négativité latente dans tout ça qui vient interroger véritablement la teneur trop évidemment positive du rêve dans son contenu primordial en référence au principe de plaisir. Alors, réexamen de la question. Freud va être conduit, peut-être je vais un peu vite dans la nécessité de cette réélaboration, mais enfin, c'est en tout cas celle qui va conduire Freud, et les années passent. Hein, on est passé de 1895 à 1900 avec la Traumdeutung, et on va pouvoir, en accélérant un peu la temporalité, on arrivera à la mise en cause du principe de plaisir. Et donc là, le texte essentiel vers lequel on se dirige en 1920,
c'est le fameux texte au-delà du principe de plaisir, donc on ne peut pas mieux faire que de présenter sur ce mode la façon dont Freud lui-même se saisit de ce qui visiblement constitue à tout le moins une interrogation, une problématisation de ce qu'il a pourtant introduit primordialement comme ce principe de plaisir supposé être fondamental. Et on en est là à l'examen d'un au-delà du principe de plaisir. C'est un texte épouvantable ou faramineux, je ne sais pas comment il faut le présenter. En tout cas, c'est un texte où Freud, comme ça lui arrive, se lâche. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous avez des souvenirs pour avoir traversé la textualité de cet écrit, mais et on va essayer d'en reparcourir rapidement ensemble quelques éléments, peut-être dans la douleur de ce qui constitue l'élaboration pourtant fondamentale à laquelle Freud en arrive au terme, voyez, de toute une élaboration de pensée, puisque c'est quand même 25 ans après l'esquisse que l'on se trouve là à réinterroger ce qui se présentait pourtant comme un fondement même de la pensée de Freud, hein, et comment ce principe de plaisir qui paraissait être l'un des socles constitutifs disais-je, de l'hédonisme de sa pensée, en vient à être réinterrogé très profondément jusqu'à faire apparaître un au-delà. Et Freud, sans avoir de retenue dans la liberté de son élaboration de pensée, là où elle est tout à fait particulièrement troublante. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce texte, puisque je suis sûr que vous l'avez tous très présent à l'esprit pour en faire une lecture régulière, qui a beaucoup de points différents qui mériteraient d'être réexaminés. Il y a la question, évidemment, de la question de la cure, dans la cure, de ce qui se joue dans la cure, de ce qui se joue avec le jeu. C'est dans ce texte-là que vous trouvez la fameuse élaboration sur le jeu de la bobine, hein, et la question du Ford-Da, telle que vous savez qu'elle a été reprise par la suite. Et puis, il y a, qui plus est, des éléments aussi de réexamen de l'anatomie neurocérébrale ou de l'appareil psychique, comme on dit alors. Je vais plutôt en sélectionner quelques séquences qui me paraissent plus significatives vraiment de ce qui est au travail de la pensée de Freud dans cette réélaboration majeure que ça constitue pour lui, puisque ça s'énonce quand même comme une remise en cause de ce qu'il avait introduit comme un fondement de sa pensée au regard du plaisir, dont on est là en train d'examiner un au-delà quand même, hein, Jenseits. Alors, je vais d'ailleurs, une façon d'isoler une séquence à l'intérieur de ce texte, c'est de vous le présenter sur un mode un peu syllogistique, comme ça, justement, en 3 temps, avec l'aboutissement que vous savez quand même, et peut-être le mieux, c'est quand même que je l'énonce pour en signaler la gravité et l'importance, puisque c'est quand même ce qui va nous conduire, et on essaiera de s'en dire un mot, à la question éminente, ultime de la pulsion de mort. Hein, c'est quand même le texte qui, ça n'est pas rien, nous amène à cette conceptualité ultime qui, pour le moins, réinterroge l'ensemble de la conceptualité. Alors, comment ça commence et comment ça se développe, ce développement qui me paraît possible de vous restituer en 3 temps? Alors, le premier temps, ça serait la vie a procédé de l'inanimé. On parle, voilà, ce serait, si vous voulez, de ce petit ternaire que j'essaie d'isoler là, à des fins didactiques. Le premier temps serait de considérer la vie a procédé, est partie, est née de l'inanimé. C'est une thèse qui n'est pas en elle-même bouleversante. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même dans une certaine épistémée scientifique, on y trouverait un certain accord avec cette idée que la vie, elle est procédée à partir d'une organicité, même si on ne sait pas exactement comment. Si vous lisez des petits recueils du genre « Qu'est-ce que la vie ?»
chez un Schrödinger, par exemple, pour faire état au moins d'une mention, je pense que ce sont des idées qui sont acceptables dans un certain registre de la scientificité. Même si on ne sait pas comment la vie s'en est dégagée, elle provient d'une organicité antérieure et primordiale. Ça serait le temps 1. Alors le temps 2, dans ce petit développement que je me permets de réduire à son syllogisme organisateur, toute pulsion, ça conduit quand même à cette thèse un peu décoiffante et faramineuse que Freud avance dans ce texte, entre autres choses. Toute pulsion va équivaloir à la restauration d'un état antérieur. Toute pulsion à la portée de la restauration d'un état antérieur. C'est une thèse même déconcertante, puisque comme il le relève lui-même, d'ailleurs, on imagine que la pulsion est plutôt porteuse d'une progressivité, d'une avancée. Et bien là, non. Il avance cette thèse avec une certaine audace conséquente de mettre en avant cette idée d'assortir l'idée même de pulsion avec la restauration de quelque chose d'antérieur. Alors bon, ça, voyez que ça reprend toute une série de thèses qui sont déjà apparues dans des textes de 1914, par exemple le texte sur répétition, remémoration. Il y a un texte important de 1914 qui reprend cette thèse éminemment freudienne de la répétition. C'est une façon de reprendre à partir de l'idée même de compulsion de répétition. On est dans cette thématique, d'ailleurs, sans qu'on dissène toujours quel est le lien entre répétition, restauration. Enfin, tout ça n'est pas sans confusionnement possible, mais introduit en tout cas quelque chose d'une restauration d'un antérieur. C'est apparu, encore une fois, comme je dis, dès ce courant de pensée des textes qui se situent là autour de 14 et ce fameux texte, en tout cas sur la répétition, et qui font apparaître la notion éminente de compulsion de répétition. Il existe dans le psychisme une compulsion à répéter. Et là, elle se signale de façon éminente dans ce que Freud en privilégie lui-même, dans la façon dont effectivement ça va fonctionner là, dans la conduite dans son au-delà. Et vous voyez quand même d'ailleurs à quel point logiquement ça nous conduit. Si véritablement ça restaure l'état antérieur, bah là où on en est, c'est que la vie va nous ramener à l'inanimé dont elle procède. Il y a une espèce de logique comme ça, de ce que permettait d'isoler comme un ternaire syllogistique, c'est-à-dire on retrouve l'idée du nirvana, qu'il a appelé un moment comme nirvana, c'est-à-dire ce qui ramène, ce qu'il va se permettre d'appeler, de baptiser pulsion de mort. Là où en fait, si on suit la textualité même, ça ramène en tout cas à de l'inanimé. La vie reviendrait à l'inanimé. Et on peut dire que Freud, que rien n'arrête décidément dans ce texte, ne faisons pas de mauvais esprit à supposer qu'il était sous effet de je ne sais quel stupéfiant. Il arrive qu'on se pose des fois cette question avec Freud et on sait qu'il a pu en user. Mais c'est vrai que le texte lui-même est stupéfiant, en tout cas, par certains de ses aspects. Je ne veux pas le méconnaître, y compris dans la sorte d'audace en même temps ou de témérité que ça a l'air de constituer pour quelqu'un comme un penseur qui n'hésite pas à s'avancer sur des terrains un peu incertains et pour le moins bouleversants et sidérants. Donc, pulsion de mort. Donc, pulsion de mort. Donc, on en vient dans cette espèce d'articulé logique dont je me suis contenté de vous restituer comment dire, la squelette, l'architecture, le squelette de pensée. On en arrive à ça, à la notion d'une pulsion de mort, alors qui n'est pas sans devoir évidemment nous interpeller, nous aussi. Je veux dire, la question n'est pas résolue. Je pense que la question de la pulsion de mort en psychanalyse, dire si vous avez une idée novatrice là-dessus,
Il y a, je pense, moyen encore de prétendre au prix Nobel de psychanalyse si on invente quelque chose qui rendrait compte de quelque chose qui n'a cessé de tourmenter la confrérie psychanalytique et dont je ne sache pas, Caroline, tu me diras si tu as d'autres informations plus précises, que cette question a été résolue par quiconque au point qu'on en est cette fois en état définitif et avéré. Donc on se heurte plutôt là à quelque chose qui reste pendant dans l'édifice psychanalytique et en tout cas dans la réflexion freudienne assurément. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette affaire-là? Comment y réagir? Comment évidemment on va pas se contenter pour rendre compte de la pulsion de mort. À partir de maintenant, on peut mettre ça en commun ensemble par les réflexions qui peuvent être les vôtres et que ça peut susciter dans l'ambiance de la réflexion et de la pensée, hein. Évidemment, ça ne ramène pas au fait simplement de considérer que tous les hommes sont mortels. Apparemment, ça prétend en dire un petit peu plus, ni même seulement se contenter de dire que l'homme veut mourir. Encore que là déjà, peut-être, on se approcherait peut-être de quelque chose de la coloration de ce thème, des choses que l'on retrouvera chez Lacan. Il y aurait évidemment toute une ouverture à faire du côté de la pensée lacanienne, là où on trouve chez Lacan, par exemple, la notion d'une tendance suicide. Dire, il y a quelque chose de cette proximité de la mort avec laquelle Lacan ne pourra ne pas nous paraître trop étranger, sans que je sache qu'il se soit vraiment saisi lui-même directement, si ce n'est tout au long, bien sûr, de sa longue carrière dans les séminaires, directement de cette notion en parlant par exemple de tendance suicide. Mais il est vrai que ça a l'air d'établir, et j'ai envie de rester moi-même dans le vague en partageant avec vous les interrogations que ça peut susciter, ça a l'air tout de même de faire état d'une accointance avec la mort, hein, une accointance chez l'humain. Il faudrait préciser évidemment tout ça qui reste bien trop vague. Mais du coup, si on s'en tient au texte lui-même, ça conduit Freud à toute une interrogation sur la mort qu'il conduit à travers ce texte avec des évocations qui sont celles de Fliss, puisque le fameux Fliss, qui est son compère de toujours, ou en tout cas des années majeures, a écrit quelque chose sur la durée de la vie, avec toutes les élucubrations d'ailleurs dont cet auteur a pu se rendre comptable aussi, ou les théorisations de l'époque de Weissmann, vous savez, cette théorisation portant sur le germène, le soma. Freud retraverse tout ça et on le voit en proie, devenu en proie à un questionnement véritablement sur la mort. On a l'impression quand même qu'il se heurte à un os, là. Dire qu'il ne donne pas l'impression d'être au-dessus de ce qu'il a frayé et plutôt d'être sensible à la difficulté, un signe à quoi ça le conduit. Je crois que nous aussi, on a là à être sensible à cette réflexion ultime de ce que l'évolution de sa pensée l'amène à cette notion pour le moins bouleversante et problématique. Il y a comme une aporie dans le texte. Et une aporie d'ailleurs à laquelle il ne peut pas finalement échapper, et qui sera de dire que le principe de plaisir collabore à la pulsion de mort. C'est-à-dire là où il a établi d'abord une antinomie, des parties de l'idée d'une antinomie, il y a quelque chose où il se heurte comme de lui-même à une sorte de contradiction logique pour trouver plutôt comme une espèce de proximité entre le plaisir et la mort. Si je raccourcis un peu le propos, là où il demanderait un petit peu plus de finesse. Il y a une espèce d'aporie ultime à laquelle il me semble que Freud cherche à éviter, il cherche à escamoter cette affaire-là, et il me paraissait possible de repérer les deux façons dont il cherche à donner un habillage
à cette histoire de pulsion de mort qui lui tombe dessus, mais pour autant qu'il l'ait lui-même trouvé sous sa semelle, si je puis dire, dans l'évolution de sa pensée. Les deux façons qu'il a d'essayer d'habiller ce truc-là, de produire ce que je me suis appelé là un habillage, ça serait déjà le fait d'en faire, d'assimiler à la destruction. Donc il y a une assimilation possible, et évidemment, ça a toute sa pertinence. Hein. On peut comprendre, trouver qu'il y a une compréhension valide de cette affaire de pulsion de mort en faisant simplement un élément de destruction et de retrouver que c'est la destruction qui est là à l'œuvre, y compris, ce sont des choses devant lesquelles Freud ne recule pas, y compris la destruction de soi, hein, la Selbstzerstörung. On trouve des choses comme ça. Mais du coup, en même temps, on a l'impression que ça amenuise un peu la portée de l'affaire si ça devient ou n'est plus qu'une affaire d'agressivité à la limite. Est-ce que Freud se contente d'avoir redécouvert la... D'ailleurs, il y a des choses comme ça où il dit comment se fait-il qu'on a mis si longtemps avant de tomber sur cette affaire de destruction. Il est lui-même un peu surpris de ce qui serait le caractère un peu tardif de cette découverte, alors même que l'histoire raconte effectivement que c'est Adler qui, lui, déjà bien avant, lui avait signifié l'importance de la prise en compte de cette dimension de l'agression ou de la destruction, et qu'il n'a pas suffisamment pris ça à l'époque où ça lui était soumis. Donc, première façon de tenter un habillage qui a sa validité, de ramener la pulsion de mort à ce qui serait de la destruction, why not? Et une autre, c'est sa façon de se réfugier dans la mythologie, c'est-à-dire toujours avec une espèce de jeu sur les grandes instances cosmiques entre la vie et la mort, quoi. On est là dans des instances mythologiques où on revient au mythe de l'antagonisme entre les instances comme ça cosmiques qui seraient en opposition, et Freud n'est certainement pas insensible à cette dimension du mythe. L'impression que ça laisse tout de même, et je me permettrai des petites avancées ultimes sur ce point, c'est comme s'il n'était pas tout à fait équipé conceptuellement pour aborder comme il convient cette affaire-là, qu'il a cependant contribué à débusquer. Et je le dis en me disant on peut penser à Lacan pour, euh, pour ce qui serait de lui fournir une suppléance ultime, c'est-à-dire on peut penser qu'il pourrait y avoir là une pertinence à invoquer le réel lacanien, ce qui vous me direz, qui sert souvent comme un recours possible. Quand on est en difficulté devant quelque chose, il y a toujours le recours au réel ultime comme la dimension de l'impossible. Donc il y aurait le réel de la mort. Si on fait une juxtaposition, il y aurait peut-être une pertinence, en tout cas, à affronter avec un mixte freudo-lacanien de quelque chose du réel et de la mort, là où ce que l'on trouve chez Lacan s'agissant du réel, c'est plus des considérations, Caroline pourra me corriger si besoin, relatives au rapport sexuel, au non-rapport sexuel, des choses comme ça, où le réel est davantage mise en cause de cette façon-là chez Lacan. Et là, c'est pas tant l'impossible du rapport sexuel auquel on serait confronté, ce serait plutôt au nécessaire de la mort. Hein. Ce que je appelais tout à l'heure une inclination à la mort. Donc une coalescence, ce vers quoi ça nous conduirait pour finir, hein, à cette espèce de coalescence entre le principe de plaisir et la mort. Ce qui n'est peut-être pas sans lien possible non plus, et je m'avance peut-être là beaucoup, mais c'est des avancées programmatiques avec la dimension de la jouissance dans la pensée lacanienne, justement. Et puis, je l'évoque aussi avec ce que ça me permet d'invoquer ici, quand on est dans ce lieu et avec l'assistance qui est la vôtre, que, évidemment, ça serait la possibilité, si l'on cède à cette tentation, de faire un rapprochement éventuel avec, évidemment, la pensée de Heidegger. Qu'est-ce que c'est que cette
sur laquelle je serais bien en peine de pouvoir m'avancer davantage. Mais qu'est-ce que c'est que cette proximité qui se révèle ainsi entre l'ultime Freud qui découvre au cœur de son système de pensée une espèce de prégnance de la mort, et naturellement, ça incite à la perspective, en tout cas, d'un rapprochement de principes possibles qui serait sans doute à finaliser. Philippe Cabestan qui hoche de la tête avec respect pour cette audace qui n'a pas les moyens de sa témérité. Mais en tout cas, bon, pour signaler quelque chose d'une proximité au moins terminologique, par rapport à laquelle on pourrait aussi songer au nom de bataille, qui a, avec Lacan, une proximité peut-être davantage fondée pour des tas d'autres raisons. On pense à Bataille et les larmes d'Héros, enfin à quelque chose comme ça, du lien entre l'érotisme et la mort, qui est une autre façon de se promener dans les mêmes conjonctions à examiner davantage, bien entendu, avec le nom du coup d'Empédocle, pour être dans la série des noms propres, Pédocle et Empédocle, qui nous amènerait à Hölderlin, soit dit pour témoigner d'autres prolongements thématiques possibles, là où nous a conduit finalement, de façon finalement aventureuse, cet itinéraire que j'ai risqué ce soir devant vous sur le principe de plaisir et son au-delà. Merci de votre attention.